Action. Bonjour, je m'appelle Aurélien Lambert, je suis oncologue médical à Nancy à la faculté de médecine et je suis là pour vous présenter une petite capsule concernant le cancer du pancréas, vous expliquer en 2 mots les items à connaître et les points de difficulté. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 types histologiques principaux. Tout d'abord, les tumeurs dites exocrines, l'adénocarcinome canalaire, qui représente environ 90 à 95% des cas, la majorité des cancers donc. Mais à côté de ça, on a dans 2 à 4%, 5% des cas parfois, les tumeurs dites neuroendocrines. Les tumeurs neuroendocrines, c'est des cancers qui naissent aux dépens des cellules endocrines du pancréas, et donc, comme leur nom l'indique, une famille particulière plus rare. Dans l'adénocarcinome du pancréas, les facteurs de risque qui sont assez connus, il n'y en a pas beaucoup qui sont identifiés, mais c'est vrai qu'on en a un qui ressort pas forcément, auquel on pense pas, c'est l'âge. Dans tous les cancers, c'est vrai que l'incidence augmente souvent avec l'âge et le cancer du pancréas n'y échappe pas. En revanche, on a aussi l'association de la consommation du tabac qui augmente le risque de cancer, de l'alcool aussi, des consommations importantes d'alcool avec des patients qui auront peut-être dans leur histoire de vie fait des pancréatites aiguës avec notion de terrain de pancréatite chronique ensuite. Et puis on peut retrouver l'obésité, le diabète. Ça, c'est 2 facteurs de risque aussi qu'on a dans ce type de cancer. Un point qu'on n'aborde pas nécessairement aussi, c'est la forme familiale. Environ 10% des cancers du pancréas sont dits héréditaires, c'est-à-dire qu'on a des causes familiales. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on va chercher un cancer dans 2 apparentés au 1er degré pour déclencher une enquête génétique, ou alors 3 cancers chez des apparentés 1er, 2e et 3e degré. Ensuite, s'il y a des familles avec des facteurs de risque connus, des mutations génétiques, par exemple, on pense toujours à BRCA. BRCA est une des mutations qu'on peut retrouver dans les familles de cancer. Alors, il va falloir faire une enquête. Dans l'adénocarcinome, en fait, on a un mode de révélation, ou 2 pour ainsi dire, qui sont les plus fréquents. D'un côté, vous pouvez avoir l'ictère, c'est-à-dire que vous avez la jaunisse. En fait, vous avez une obstruction des voies biliaires et ça entraîne une augmentation de la bilirubine. Cette bilirubine se traduit donc par un ictère cutané, subconjonctival, souvent bien au début. À côté de ça, l'autre mode de révélation, c'est d'avoir de la douleur. La douleur est un mode de révélation très important dans le cancer du pancréas. Il est bien souvent tardif, c'est un cancer qui est un petit peu insidieux. Et donc on va dire que quand vous avez un cancer de la tête du pancréas, anatomiquement, plutôt vous allez avoir une compression des canaux, donc un ictère. En revanche, un cancer de la queue du pancréas, ça va être plus lent en installation, vous n'aurez pas l'ictère, mais vous allez finir par avoir une douleur par compression du plexus solaire par exemple. Et donc on a un mode de révélation qui peut changer. Mais il y a un point qui est important dans tous les types de cancers, c'est la perte de poids. Vous avez souvent dans ces cancers-là une perte de poids qui est souvent majeure dès le début du diagnostic avec par exemple perte de 10 à 15 kg en 1 mois, ce qui est énorme chez ces patients-là. C'est un signe d'alerte et il faut toujours aller enquêter. Dans le cancer du pancréas, il faut faire un bilan complet, ça va de soi, mais on va s'intéresser plus particulièrement à un marqueur. Pour les adénocarcinomes, on va s'intéresser au marqueur CA19-9, qui n'est pas un marqueur diagnostique, mais qui peut être un marqueur pronostic. En tout cas, quand il est positif, il nous renseigne sur la potentielle envahissement, le potentiel envahissement de ces cancers-là, et il va nous renseigner aussi peut-être sur la réponse au traitement ensuite. Donc il est important de le faire dans le bilan initial, même si ça ne fait pas le diagnostic. Quand on parle de tumeur endocrine, on a un marqueur qui est un petit peu différent, qui s'appelle la chromogranine A. La chromogranine A est selon moi le seul marqueur intéressant dans ces tumeurs. On entend parfois parler de NSE, d'autres types de marqueurs. En pratique, il faut retenir la chromogranine A, et celle-ci est le reflet de l'activité sécrétoire des cellules endocrines. Dans le cancer du pancréas, il faut être standardisé. Le plus important, c'est de réaliser un scanner thoraco-abdominopelvien. Au moins abdominopelvien dans un premier temps. Vous verrez des fois l'endoscopie qui peut aider au diagnostic. Vous verrez parfois une exploration par voie endoscopique qui peut aussi explorer le foie, les voies biliaires, etc. Mais globalement, pour poser le diagnostic éventuellement de résécabilité ou en tout cas le bilan d'extension, c'est le scanner qui doit être l'examen numéro 1. À côté de ça, vous pouvez proposer une IRM pancréatique avec des séquences adaptées.
voire une IRM hépatique, ceci peut être fait dans le même temps quand même, qui va vous renseigner sur la tumeur en elle-même. Des fois, il n'est pas évident de faire la différence entre une tumeur kystique et un cancer avéré. Et puis, une tumeur neuroendocrine aura aussi des particularités un petit peu différentes. Par exemple, une vascularisation qui sera plus typique de tumeur endocrine. L'IRM peut être un bon examen pour compléter ça. Ensuite, comme dans tout cancer, ce n'est pas une première intention, mais vous avez la possibilité de réaliser un TEP scanner au marqueur, enfin au radiotraceur FDG pour la première intention. Et si on rentre dans la famille des tumeurs endocrines, là ça devient hors programme, mais vous allez avoir d'autres radiotraceurs qui peuvent être par exemple la TEP à la Dotatoc. Ça, je mets ça de côté. Dans le diagnostic différentiel des tumeurs du pancréas, on peut aussi avoir une difficulté à faire le diagnostic par rapport à des tumeurs kystiques. Alors, il y a les kystes, les choses bénies, il y a les tumeurs prédysplasiques, précancéreuses, et parmi elles, on trouve les cystadénomes séreux, les cystadénomes muqueux, qui sont des lésions précancéreuses, ainsi que les TIPMP. Pour ça, il y a un bilan très particulier qui consiste souvent à réaliser une échoendoscopie. Pourquoi pas réaliser aussi une biopsie de la lésion? C'est vrai qu'il y a des critères qui ne sont pas à connaître au programme, mais on va avoir des critères de gravité, de sévérité de ces lésions pour voir si elles sont à potentiel d'évolution en dysplasie. On dit que 10% de ces lésions-là peuvent évoluer vers un cancer, ça fait partie des choses connues. On les bilante, c'est de la vie spécialisée, souvent réalisée par un gastro-entérologue aguerri, et c'est comme ça qu'on va pouvoir au moins les surveiller, si ce n'est les biopsier.